Willkommen zurück beim deutsch-französischen. Mesdames et messieurs, bienvenue de retour à ce forum franco-allemand de l'énergie. C'est la dernière partie de la journée et ça va être encore plus passionnant car il s'agit d'argent. Donc, comment financer la transition énergétique? Mais avant qu'il y ait une discussion passionnée, nous allons avoir une intervention du professeur Claudia Kempert, qui est chef du département de l'énergie, des transports et de l'environnement auprès de l'Institut allemand de recherche économique à Berlin. Et elle fait partie du conseil d'experts sur les questions d'environnement auprès du ministère fédéral de l'environnement et elle nous parle de la croissance verte, chemin de sortie de crise, point d'interrogation. Donc ici, une fois de plus, perspective économique de la décarbonation post-Covid-19. Et Madame Kempfert a enregistré son intervention, c'est exceptionnel. Donc là, nous n'aurons pas de problème de qualité de ton. Donc, nous envoyons cette présentation. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir été invités à prendre la parole lors de ce forum franco-allemand de l'énergie. Je souhaite vous parler aujourd'hui des chances d'une croissance potentiellement verte. Le nouveau départ après la crise peut être une chance. C'est une chance pour la lutte contre le changement climatique et le développement durable. Nous nous trouvons sans aucun doute actuellement dans une crise profonde. Mais avec le changement climatique, nous allons vers une nouvelle crise mondiale. Même si la crise climatique et la crise du coronavirus sont très différentes, elles ont certains aspects en commun. Les scientifiques nous ont mis en garde depuis longtemps face aux pandémies, ont établi des scénarios pour des crises similaires. De même pour le changement climatique, les scientifiques nous mettent en garde depuis plus de 40 ans. Et aujourd'hui, nous constatons que ces scénarios se sont réalisés. Les pays qui ont tiré à temps les conséquences politiques de ces connaissances scientifiques font actuellement bien mieux face à l'épidémie de coronavirus que les autres. Pour le changement climatique, nous devons également anticiper en construisant des digues contre l'élévation du niveau de la mer, construire des systèmes de rafraîchissement en cas de chaleur et des systèmes d'irrigation contre la sécheresse. Le mot d'ordre de la crise, aplanir la courbe, s'applique aussi bien à la maîtrise de la crise du coronavirus que celle de la crise climatique. Nous devons agir aujourd'hui pour empêcher les catastrophes de demain et après-demain. Plus tôt nous limiterons les possibilités d'infection et plus tôt nous baisserons les niveaux d'émissions, plus de temps nous aurons à disposition. La crise du coronavirus a mis presque l'intégralité de l'économie à l'arrêt. Nous le constatons à la baisse du PIB mondial. Le prix du pétrole a également considérablement chuté. La demande mondiale en énergie a baissé au premier trimestre 2020 d'environ 4% par rapport au premier trimestre de 2019. Cette baisse est même de 5% dans l'Union européenne. Nous avons également constaté une baisse notable de la demande en énergie, notamment des énergies fossiles. Mais les énergies renouvelables sont les seules sources d'énergie à avoir nettement augmenté, indépendamment de la durée du confinement ou de l'ampleur de la reprise. Toutefois, les taux de croissance de presque toutes les énergies renouvelables ont baissé ces 3 dernières années cumulées. Le nouveau pacte vert européen peut contribuer à atténuer les effets de la crise du coronavirus ou, encore mieux, il peut avoir une contribution positive pour la reprise. Il est important que dans le nouveau pacte vert, la solidarité, à savoir le principe de ne laisser personne pour compte, soit une partie intégrante de l'accord, ainsi que du plan de reprise qui a été élaboré et mis en œuvre. Le nouveau pacte vert européen est donc l'élément central de la reprise que nous devons utiliser afin de développer davantage de mesures en faveur du développement durable et de lutte contre le changement climatique. Ce dont nous avons besoin, mesdames et messieurs, c'est d'un environnement sain, d'un climat sain, d'une économie saine et d'une société saine. Le nouveau départ après la crise peut nous permettre de parvenir et à réaliser ces objectifs. Il faut que les investissements réalisés actuellement, que ce nouveau départ après la crise soit vu comme une chance pour parvenir à ces objectifs. Une chance de nous occuper de la protection du climat, de développer une économie saine et verte et
de parvenir à créer une société saine en renforçant la solidarité. Il faut que nous ayons conscience que cette crise peut être une chance si nous la surmontons ensemble. C'est ce que nous montre parfaitement la crise actuelle du coronavirus. La prochaine crise s'annonce déjà. Si nous n'agissons pas à temps, les émissions de gaz à effet de serre dans le monde doivent être réduites de manière drastique. Nous voyons sur ce graphique comment y parvenir grâce à 3 piliers. Le premier pilier est l'amélioration de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire une réduction nette de la consommation d'énergie, et ce, dans tous les secteurs, pas uniquement dans le domaine de l'efficacité énergétique des bâtiments, mais aussi et particulièrement dans le domaine des transports et dans le domaine de l'industrie. Le deuxième pilier est le développement des énergies renouvelables. Celles-ci doivent être nettement développées. Il faut remplacer les énergies fossiles par les énergies renouvelables. Cela signifie également que nous devons parvenir à une électrification dans le domaine des bâtiments et dans le secteur des transports pour parvenir à réaliser ces objectifs. Cela signifie que l'électricité verte, produite à partir d'énergies renouvelables, doit être utilisée pour fournir les bâtiments en énergie, mais aussi dans le secteur des transports. Vous voyez ici le transport ferroviaire ou l'électromobilité qui doivent être renforcés. Le transport ferroviaire au sens large doit être développé, notamment les transports en commun de proximité. Mais nous avons également besoin d'un développement de l'infrastructure de charge pour l'électromobilité. Vous voyez ici ces 3 éléments. L'objectif doit être de faire des économies d'énergie, de développer les énergies renouvelables et de faire progresser l'électrification à partir d'électricité verte dans tous les domaines. Si nous avons tiré une leçon de la crise du coronavirus, c'est que nous ne pouvons plus continuer comme jusqu'à présent. Nous avons besoin d'une transition vers une économie respectueuse du climat. Nous devons parvenir à mettre en place un approvisionnement en énergie décarbonée qui soit fiable et abordable, basé sur les énergies renouvelables, mais également une transition durable dans le secteur des transports qui signifie que nous devons miser sur la réduction du trafic, sur un transfert du trafic, une optimisation des transports. Nous devons transférer le trafic de la route au rail, renforcer les transports ferroviaires et développer l'électrification des transports. Les économies d'énergie sont également très importantes. Le principe est que toute énergie non consommée est une bonne énergie. Il est important, pas uniquement en Allemagne, mais aussi dans toute l'Europe, de développer l'infrastructure. L'infrastructure de charge, mais également l'infrastructure ferroviaire et l'infrastructure des énergies renouvelables au sens large. Donc, pas du gaz naturel liquide fossile, mais de l'hydrogène vert et d'autres infrastructures énergétiques décarbonées et qui permettent de décarboner intégralement l'économie au sens large. Cela signifie que nous avons besoin d'investir massivement dans les mesures de lutte contre le changement climatique, mais cela signifie aussi que ces investissements génèrent de la croissance économique. Il faut soutenir la croissance économique et les secteurs qui sont essentiels pour une économie neutre pour le climat. Donc, outre les énergies renouvelables déjà mentionnées, les technologies pour l'efficacité énergétique, les technologies pour une économie neutre pour le climat, en particulier la transition dans le secteur des transports et les technologies de protection du climat durable au sens large. Si nous comparons les différents plans de relance dans le monde, on voit qu'ils sont beaucoup trop bruns dans leur ensemble. Bruns signifie qu'ils sont néfastes pour le climat et qu'ils ne sont pas assez verts, c'est-à-dire assez respectueux du climat. Dans le monde, force est de constater que la majorité des pays dépensent encore beaucoup d'argent pour les énergies conventionnelles. Cela signifie que nous créons une trajectoire de dépendance qui favorise davantage les technologies conventionnelles et néfastes pour le climat et moins les technologies d'avenir respectueuses du climat. Nous voyons aussi clairement que la Commission européenne fait meilleure figure que les autres pays. En particulier, le Pacte vert européen contient des objectifs de développement durable et de protection du climat. C'est la bonne voie à suivre. La protection du climat est la voie à suivre pour sortir de la crise. La protection du climat signifie que l'on rende l'économie durablement concurrentielle en
l'approvisionnant intégralement en énergies renouvelables et en lui offrant des opportunités économiques et d'innovation. Nous voyons que certains pays européens font très bonne figure. L'Allemagne n'est pas vraiment dans le plan de tête, trop peu entrepris pour l'économie verte. Pourquoi? Je l'expliquerai ensuite brièvement. Le nouveau départ après la crise peut être une chance pour 4 domaines: la décarbonation, la numérisation, la décentralisation et la démocratisation. La décarbonation signifie réduire massivement les émissions dans tous les secteurs. Cela signifie que les secteurs économiques, y compris l'industrie, doivent être orientés vers un objectif de zéro émission et de neutralité climatique. Pour ce faire, de nombreux changements sont nécessaires. La décarbonation s'accompagne d'une numérisation pour parvenir à la réalisation des objectifs de manière centralisée. Il s'agit notamment de garantir une mise en réseau à tous les niveaux. Dans le domaine de la transition énergétique, avec une gestion optimale de l'énergie et de la charge, ou l'intégration des différents consommateurs dans un monde de l'énergie intégralement basé sur les énergies renouvelables. La décentralisation fait partie intégrante de ce système, car contrairement à jusqu'à présent, nous n'aurons pas, par exemple, une centrale de production centralisée, mais un système décentralisé de multiples acteurs producteurs d'énergie renouvelable reliés les uns aux autres. Chaque bâtiment peut devenir une partie de la solution s'il est consommateur, c'est-à-dire si les immeubles, les bâtiments produisent plus d'énergie qu'ils ne consomment et qu'ils injectent leur excédent dans un système électrique commun. Et enfin, la démocratisation, car nous avons besoin de renforcer la démocratie au lieu de l'affaiblir, car nous avons besoin de la démocratie pour faire de cette crise une opportunité. Nous avons vu au cours de la crise du coronavirus qu'il est important d'avoir une démocratie forte, que les démocraties fortes surmontent mieux la crise que les autres, et qu'il est important de se servir de la démocratie pour surmonter les futures crises, notamment la crise du climat. La transition énergétique signifie un renforcement de la démocratie car elle permet une participation décentralisée qui nous permet d'être indépendants des guerres de l'énergie dans le monde, et ce, pas uniquement en Allemagne, mais dans toute l'Europe. Un renforcement de la démocratie est pour nous une chance à saisir. Le plan de relance du gouvernement allemand mise sur une stabilisation à très court terme de la conjoncture. Plusieurs des 50 mesures de ce plan visent à stabiliser rapidement la demande de consommation. Ce dont nous avons toutefois un besoin urgent, c'est d'investissements plus importants, notamment pour la protection du climat. Il serait souhaitable de renforcer la capacité d'investissement. Malheureusement, le problème central de la faiblesse des investissements particuliers des entreprises et de l'industrie n'est pas suffisamment traité. Au premier trimestre 2020, les investissements en équipement à eux seuls ont baissé de près de 10% par rapport à l'année précédente. L'économie allemande ne pourra se rétablir rapidement et réaliser en même temps des transformations structurelles nécessaires à la réalisation des objectifs climatiques uniquement si les investissements privés sont nettement stabilisés dans les mois à venir. Et les investissements communaux publics pour améliorer notamment les infrastructures doivent être soutenus. Un programme d'investissement renforce le potentiel de croissance et surtout la résilience de l'économie allemande. Cela pourra aider considérablement à rembourser les emprunts réalisés. Un programme d'investissement renforce également la demande de l'ensemble de la société. Un programme de relance économique ciblé offre la chance d'adapter durablement et de manière conséquente l'économie allemande et de soutenir cette transformation nécessaire tant sur le plan social qu'écologique. La transformation nécessaire vers davantage de numérisation et de développement durable doit être soutenue avec en plus de conviction et de manière plus ciblée. Pour accélérer le développement des énergies renouvelables, il faut augmenter les aides financières pour la rénovation énergétique des bâtiments. Il faut proposer par exemple des primes solaires plutôt qu'une prime à la conversion pour remplacer un véhicule
afin de parvenir à un véritable changement de cap dans le domaine des transports. Il faut abandonner l'idée de promouvoir des carburants conventionnels. Il faut plutôt proposer des primes pour inciter les usagers à utiliser, par exemple, les transports en commun. Il faut renforcer les déplacements à vélo et à pied, tout en soutenant les mesures qui permettent de parvenir à une transition durable dans le domaine des transports. Mesdames et messieurs, nous ne sommes qu'au début d'une lutte courageuse contre le changement climatique. Avec le pacte vert européen, l'Union européenne et l'Allemagne peuvent enfin jouer un rôle de précurseur dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Ce nouveau départ après la crise est une chance pour la protection du climat et le développement durable. En particulier le développement des énergies renouvelables. Une transition énergétique basée sur les énergies renouvelables peut permettre de résoudre d'un coup 3 crises. D'une part, la crise économique actuelle, grâce à un nouveau départ, grâce à des investissements dans des technologies d'avenir. D'autre part, la transition écologique devient ainsi résiliente et autonome face à de futurs chocs potentiels et de crises potentielles qui l'accompagnent, et nous pourrons en même temps éviter la crise du climat en investissant maintenant de manière ciblée dans le développement durable et la protection du climat. Nous ne devons pas gâcher la crise, sinon nous paierons une crise avec une autre crise. L'année 2020 entrera peut-être comme un point de basculement dans l'histoire. L'année au cours de laquelle la protection du climat est parvenue à un point de non-retour, les énergies fossiles ont été mises au rencard et au cours de laquelle le monde a évité la crise du climat. Il serait grand temps. Je vous remercie de votre attention, d'avoir pu prendre la parole aujourd'hui devant vous. Je vous souhaite une excellente discussion lors de vos panels. Une question intéressante se pose en introduction à votre discussion. Il serait intéressant de savoir que, comme on dit souvent, nous ne pouvons pas nous permettre de lutter contre le changement climatique et certainement pas au cours d'une telle crise. Mais pouvons-nous nous permettre de ne pas lutter contre le changement climatique? Votre réponse m'intéresse. Merci de votre attention et je vous souhaite une excellente conférence. Au revoir. Merci beaucoup, Claudia Kaempfer, chef du département de l'énergie, des transports et de l'environnement auprès de l'Institut allemand de recherche économique, pour cet exposé qui nous permet de faire une transition sur le coût du financement de la transition énergétique. Et Mme Kaempfer a posé la question de savoir, est-ce que nous pouvons nous permettre de ne pas financer cette transition énergétique? Je suis Angela Ulrich et je suis correspondante auprès du studio de l'ARD à Berlin et j'ai également travaillé comme correspondante de l'ARD à Paris. Et je suis ravie que nous penchions sur cette question avec un nouveau panel sur les défis et perspectives, les possibilités de financement et valeur ajoutée des investissements climatiques, bonnes pratiques, tendances et opportunités. Donc, rassemblez avec moi 4 spécialistes qui travaillent depuis longtemps au financement de cette transition et qui réorganisent les entreprises ou qui soutiennent éventuellement d'autres voies. Et ces 4 participants, eh bien, je vais vous les présenter. Tout d'abord, Sandrine Crozet, de la Banque européenne d'investissement, qui s'appelle, ou qui se nomme elle-même la Banque climatique de l'Union européenne. Elle est directrice des opérations mer Baltique et Europe septentrionale. Donc, Madame se connaît particulièrement bien dans les différentes mesures qui peuvent être prises dans ce domaine et j'aimerais que Madame nous dise l'importance de ces investissements climatiques et comment est-ce que la situation a évolué. Donc, bienvenue à vous, Madame Crozet. Alexandra Palt est parmi nous. Il travaille pour L'Oréal. Et Madame Palt est juriste. Elle souhaite faire changer les choses. Et depuis qu'elle travaille chez L'Oréal depuis 2012, eh bien, elle a accéléré le mouvement. L'Oréal a lancé cet été une nouvelle initiative pour davantage de durabilité et a formulé des objectifs écologiques à l'horizon 2030, éviter
l'utilisation de plastique, réduire la consommation d'eau. Donc ça, ce sont des thèmes importants, bien entendu, pour un groupe cosmétique. Et Madame Pal a déjà dit, eh bien, rendre la beauté durable. Et le développement durable doit devenir beau pour sa part également. Et Madame va nous expliquer comment est-ce qu'elle veut faire. Je suis ravie que Madame Pal soit parmi nous. Sur notre bonjour. Yana Lagalai, qui est partenaire auprès du fonds d'investissement Demeter Partners, un partenaire important pour les différents investissements dans le développement durable également. Demeter ne donne pas uniquement de l'argent, mais soutient également les entreprises à développer leur stratégie pour leur transformation stratégique durable. Et M. Lagalai est ingénieur de formation. Et M. dit qu'au sein de Demeter Partners, nous sommes des précurseurs. Précurseurs en quoi? Eh bien, monsieur va nous l'expliquer. Donc, bienvenue à vous également, monsieur Lagalai. Et enfin, et pas des moindres, Ernst Rauch, qui travaille auprès de Munich Re, ou de Münchener Rock en allemand, responsable pour les activités climatiques. Il est géophysicien diplômé pour l'analyse des risques des dangers naturels, responsable alors climatologue en chef de l'entreprise. Donc, le changement climatique a-t-il modifié les activités de son entreprise? Eh bien, ce sera l'occasion d'en discuter avec monsieur. Monsieur Rauch, nous sommes ravis que vous soyez parmi nous. Merci. Petite remarque à toutes les personnes qui nous écoutent. Nous allons avoir une discussion, mais ensuite, vous avez bien entendu la possibilité de poser vos questions. Donc, si vous avez déjà des idées au cours de la discussion, si vous vous posez des questions, n'hésitez pas, écrivez ces questions dans le chat et nous tenterons au cours de ces 15 dernières minutes d'y répondre grâce à nos panélistes renommés. Mais tout d'abord, j'aimerais revenir à ce que Madame Kempfer a dit. Donc, ce n'est pas de savoir est-ce que nous pouvons, en période de crise, nous permettre de ne pas lutter contre le changement climatique? Est-ce que nous pouvons renoncer à la lutte contre le changement climatique? Donc, je vais commencer par Madame Crozet de la Banque européenne d'investissement, qui a un tiers de ses fonds qui sont dédiés à ces activités. Donc, est-ce que vous pensez que cela suffit, ce que la Banque européenne d'investissement fait actuellement, ou est-ce qu'il faudrait faire davantage? Madame Crozet, ich höre gerade, dass man Sie hier noch... On ne vous entend pas encore, Madame Crozet. Est-ce que vous avez allumé votre microphone? D'accord. Très bien. De nouveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, je pense qu'on peut toujours faire mieux. Donc, c'est ce que nous avons aussi décidé de faire. Comme vous le disiez, historiquement, nous avons fait environ 25% de nos financements dédiés au climat. Et nous avons annoncé que nous allions augmenter cette proportion à 50% de nos financements d'ici 2025, c'est-à-dire un peu plus de 30 milliards d'euros par an. Donc on peut toujours faire mieux. Je suis d'accord avec vous. Encore une autre question à votre adresse, Madame. Est-ce qu'il ne serait pas peut-être même plus cher de freiner, de ne pas faire plus? Est-ce que finalement, ce serait peut-être moins cher aussi pour votre banque de faire un peu plus? Dans quel sens? Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer un peu plus? Mais on a souvent dit que pendant cette crise Covid-19, on n'a plus les moyens pour s'occuper encore du climat. J'ai l'impression que votre banque, notamment, ne le voit pas de cette façon, que vous dites plutôt que c'est justement le moment pour investir. Vous avez dit que vous allez donc augmenter les moyens à investir jusqu'en 2025. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner 2 ou 3 exemples qui montrent que ces investissements sont encore devenus plus importants qu'auparavant? Oui, bien sûr. Effectivement, nous avons une crise sans précédent actuellement et donc la tentation est grande de concentrer l'essentiel des moyens à une réponse court terme.
Cependant, à la BEI, nous sommes une institution qui prête à long terme, voire très long terme. Donc, nous avons aussi une perspective qui s'étend sur un horizon qui est peut-être plus important que celui de la politique actuellement. Et de la même façon que la Commission européenne, qui est notre partenaire dans beaucoup de nos projets, a une vision pour l'Europe avec une décarbonisation de l'Europe en 2050, nous essayons d'orienter nos activités vers ce but. Maintenant, est-ce qu'on peut se permettre de manquer l'occasion qui nous est offerte? Non, à notre avis, pour deux raisons. La première, c'est que la dizaine d'années qui vient va être cruciale dans la capacité du monde à maîtriser les enjeux climatiques. Il est donc extrêmement important de commencer maintenant, parce que plus nous attendons, plus la marge de manœuvre que nous aurons pour réduire l'augmentation moyenne des températures à 1,5 degré maximum, plus cette marge de manœuvre va se réduire. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que nous sommes actuellement dans le cycle économique pour un certain nombre d'industries à un moment où il y a des décisions cruciales d'investissement qui doivent se prendre. Donc, par exemple, dans l'industrie automobile, il y a des décisions maintenant très importantes qui ont été prises en grande partie sur l'électrification de la gamme de véhicules légers. Mais ce n'est pas le seul secteur. Vous avez dans le domaine de la production énergétique ou dans le domaine, par exemple, de la production d'acier, un cycle d'investissement qui se termine avec des assets qui sont en fin de vie. Donc, pour ces industries qui ont un horizon d'investissement très long, la question est de savoir aujourd'hui les centaines de millions d'euros qu'elles vont investir. Est-ce qu'ils doivent se diriger vers une technologie décarbonée ou bien est-ce qu'ils peuvent se permettre d'investir dans quelque chose qui est peut-être moins favorable au climat? Mais une fois que ces investissements auront été décidés et mis en place, il n'y aura pas de seconde chance avant très longtemps. Donc nous allons manquer en fait une fenêtre d'opportunité. C'est pour ça aussi qu'il est extrêmement important d'agir maintenant. Frau Palt, Sie würde ich das auch gerne. Madame Palt, j'aimerais vous poser cette question à vous aussi. Sie mal selber gesagt haben, sondern Überleben von Unternehmen. Il s'agit en fait de survivre. Qu'est-ce que ça veut dire pour L'Oréal? Comment est-ce qu'on peut faire vivre tout en respectant la protection du climat? Moi, j'ai envie de me poser la question dans des termes un peu moins pessimistes et un peu moins négatifs, parce qu'on est déjà là assez servi en termes de mauvaises nouvelles. Donc, à ce que je crois et ce que nous, en tout cas, on a comme objectif de faire, c'est de dire on doit être capable d'inscrire notre activité économique dans les limites planétaires. Et inscrire son activité dans les limites planétaires, ça veut donc dire sur les questions de climat, d'avoir un niveau d'émission carbone qui est aligné avec les objectifs définis par la science, donc qui ne contribue pas à plus de 1,5 degré de réchauffement. Et ça, c'est ce qui permet ensuite sur d'autres questions comme la biodiversité, l'utilisation de ressources, l'utilisation de l'eau, cela signifie donc également de se fixer des objectifs ambitieux pour rester dans les limites qu'on peut supporter autant que safe operating space for humanity, autant qu'espace sûr pour l'évolution humaine, des espèces humaines. Et cela nécessite bien sûr un certain nombre d'engagements, de transformations, de changements, de
modèle économique, de notre manière de faire, mais c'est une transition. Donc, moi, ce que j'apprécie pas du tout, c'est quand on parle d'une initiative ou d'un projet, etc. Nous, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Nous, on pense qu'il faut transformer notre modèle économique, il faut transformer le modèle économique de tout le monde, parce que on s'est engagé sur une voie où on pensait que c'est ressources infinies, déchets infinis, etc., émissions infinies, et on voit que ce n'est pas le cas. Donc, il faut s'inscrire dans un autre modèle économique, mais qui permet de combiner une activité économique qui permet de créer de plus en plus quand même de sortie de la pauvreté, de bien-être, d'essence pour tout le monde, tout en restant dans les limites planétaires. Et donc ça, c'est une source d'innovation. C'est bien sûr, c'est des contraintes, c'est difficile, il y a beaucoup de sujets complexes, mais c'est également une source d'opportunités, d'innovation. Nous, par exemple, à partir de notre transformation, c'est que, et ça c'est très significatif parce que 95% de nos ingrédients en 2030, 95%, donc pratiquement tout, viendra de ce qu'on appelle green science, donc les sciences vertes. Ça veut dire de la biotechnologie, de la chimie verte, des ingrédients naturels, etc. Donc, bien sûr, c'est une transformation totale du modèle de tout ce que nous faisons. Et je pense que c'est exactement ça qui est nécessaire et qui est donc nécessaire pour respecter les limites de la planète, les limites de la planète nécessaires pour la survie de l'espèce humaine. Ganz herzlichen Dank. Merci beaucoup, Madame Palt, pour cette première impression. Nous allons certainement encore revenir sur ces questions. Monsieur Lagalais, une question à votre adresse. Le financement vert, combien est-il important dans le monde des finances aujourd'hui? Moi, je vois, enfin, je vais parler dans mon univers qui est quand même le financement des startups, pas parler au sens large du financement général des projets verts, etc., ce qui est un domaine où Sandrine Crozet est beaucoup plus compétente que moi. Sur la partie financement de l'innovation qui est importante dans la transition énergétique et écologique, la partie aujourd'hui qui doit devenir verte est de plus en plus prégnante. Moi, j'en vois pour preuve les grands messages lancés par BlackRock et par Temasek, les grands fonds comme ça, ou des fonds institutionnels, qui aujourd'hui ont pris des virages très très importants dans la réorientation de leur investissement de capitaux vers de la finance verte. Et c'est des investisseurs majeurs en private equity, aussi sur l'infrastructure. Donc il y a une tendance assez générale de fonds de prise de conscience que l'économie, le financement en tout cas, doit être orienté vers de l'impact ou des effets renouvelables. Néanmoins, il n'en demeure pas moins qu'on a besoin d'innovation. On a besoin quand même encore de financer des transformations. Ces transformations aujourd'hui qui sont essentielles. Dans les des premières périodes, en fait, ça fait 15 ans que nous qu'on fait de la transition écologique. On a vu l'avènement de nouvelles technologies comme le solaire, comme l'éolien. On a vu l'avènement des batteries qui sont venues essayer de résoudre des problèmes d'intermittence de ces énergies qui sont intermittentes. Et on a vu ces modèles économiques devenir de plus en plus prégnants, aidant à la pénétration des renouvelables. Nous, on pense qu'on est dans une nouvelle phase où, s'appuyant sur la révolution digitale, on a les moyens de faire transformer en fait les chaînes de valeur de nos industries, qui sont soit émettrices de ressources de manière inefficace, de CO2 ou consommatrices de ressources de manière inefficace, de transformer leur chaîne de valeur, et pour ce faire, s'appuyer sur cette révolution digitale qui nous permet d'accéder à des données de manière beaucoup plus peu chère aujourd'hui. Et le challenge aujourd'hui, c'est d'arriver à exploiter toutes ces données qu'on a pour retransformer les habitudes de fonctionnement de notre industrie, comme le disait très bien Alexandra Palt, changer notre modèle économique. Donc notre challenge aujourd'hui, notre objectif, nous, dans les technologies dans lesquelles on investit aujourd'hui, c'est de changer ces habitudes, c'est de transformer ces chaînes de valeur, et ça ne se fera que par au départ des gains d'efficacité sur des systèmes qui existent aujourd'hui. Un peu notionnel, mais je peux vous donner des exemples si vous voulez plus tard. Ça peut se faire dans la mobilité, partager la mobilité, arrêter d'avoir des véhicules qui sont utilisés 3% du temps, c'est une hérésie. Travailler sur partager la mobilité, l'électrifier, ça peut être décentraliser l'énergie et partager cette énergie pour mieux la consommer. Des boîtes allemandes comme Zonen l'ont fait. Et pour arriver à atteindre ce challenge,
je sors un peu de la question, j'en ai conscience. Nous, on pense qu'il faut créer des champions européens. Et notre idée chez Demeter, c'est d'avoir travaillé et trouvé un partenaire chez Munich Venture Partners. Donc on est en train aujourd'hui de monter un fonds de taille très conséquente pour l'Europe qui va justement s'attaquer à ces technologies de transformation pour aider nos sociétés, nos industries à se transformer. Donc voilà un peu comment je vois les choses. On a réussi des challenges dans le passé, d'avoir amené des technologies qui sont importantes pour les renouvelables. Mais aujourd'hui, on a un enjeu qui est beaucoup plus énorme encore, c'est de changer les habitudes de consommation et les chaînes de valeur de nos sociétés sur les entreprises, sur les industries qui sont les plus émettrices de CO2 ou les plus mauvaises consommatrices de ressources. Ganz viele Punkte, die wir noch Merci beaucoup, beaucoup de points à approfondir. Merci beaucoup, Monsieur Lagalay. Et j'en arrive à Monsieur Rauch. C'est donc un assureur comme la Münchner Rück qui assure contre les catastrophes. Et là, cela peut être vital. Monsieur Rauch, est-ce que cela sera trop cher bientôt de s'assurer, de prendre des assurances contre ces catastrophes? Merci beaucoup et je vous salue très chaleureusement, Dominique. Bien, nous assurons contre les catastrophes naturelles depuis les années 1970. Donc, nous avons cumulé 50 ans de données en ce qui concerne les dommages provoqués par les tempêtes, inondations et autres catastrophes naturelles. Et nous constatons que dans certaines régions du monde, effectivement, les dommages environnementaux ont augmenté ces dernières décennies. Donc, suite à des catastrophes naturelles, et c'est dû d'une part à des changements météorologiques, mais c'est également des dommages causés après la normalisation. Et on constate en fait qu'il y a vraiment une tendance. Donc ça, pour nous, c'est un signal fort. Dans certaines régions du monde, et bon, ça, c'est une différenciation que l'on a fait, bien entendu, il y a une augmentation des dommages environnementaux dans certaines régions du monde qui sont dus en partie au changement climatique. Et s'il y a une augmentation de cette tendance, comme ces dernières années, et si on constate cela également dans d'autres régions du monde où ce n'est pas encore frappant à l'heure actuelle, eh bien, dans les années à venir, dans les 5-10 années à venir, pour vous donner une horizon, eh bien, nous allons nous retrouver dans une situation où la question de l'assurance contre les catastrophes naturelles, que ce soit la grêle, les sécheresses et autres, eh bien que ces questions vont se poser dans la question de savoir est-ce que c'est un prix socialement supportable. Donc, est-ce que l'on va pouvoir continuer à assurer, vu l'augmentation de ces dommages environnementaux? Bon, c'est une dimension sociale qui se pose. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne peut pas répondre de façon générale pour l'ensemble du monde. Bien entendu, il faut nuancer entre les pays, entre les régions, en fonction des dangers, par exemple les feux de forêt, les sécheresses. On a vu les feux de forêt en Californie cette année, et ce sont des événements qui jouent un rôle dans cette région et non dans d'autres régions. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, la question de l'évaluation des risques et de l'évolution de ces risques, c'est une question de prix au bout du compte. Et il va y avoir un prix. Tant que l'économie privée assume ce risque, eh bien, ça va être une question également de savoir est-ce que l'on est en mesure d'assurer cette dimension sociale. Donc, ce n'est pas une question d'offre uniquement. Mais pour approfondir, vous observez dès à présent que les entreprises réfléchissent longuement où, par exemple, elles vont construire leur siège pour des raisons climatiques. Oui, effectivement, mais c'est une évolution qui est récente, depuis quelques années. Cela fait 3, 4, 5 ans. Si nous analysons les 20 dernières années, ce n'était pas un thème. En fait, les risques de certains sites, les risques physiques, par exemple de tempêtes, jouent un rôle croissant, et cela joue un rôle car les organismes de surveillance financiers posent cette question. Et si vous avez
perspectives à l'horizon 2030-2050, par exemple, il s'agit de l'élèvement du niveau de la mer, par exemple, ou l'approvisionnement en eau. Si vous voyez qu'il y a un risque croissant ici, eh bien, les entreprises ont sur leur bilan, s'ils investissent, par exemple, dans certains lieux, par exemple pour leur site de production, eh bien, cela représente un risque accru. Et il va falloir qu'ils quantifient ce risque sur le plan financier. Et ça, c'est un levier très important pour les entreprises. Il est important que les entreprises analysent ces risques également et qu'ils choisissent, bien entendu, leur site en fonction de ce risque environnemental et des risques d'intempéries. C'est une perspective très intéressante. Avant, on se concentrait sur le coût de la main-d'œuvre et maintenant, eh bien, les intempéries sont également très importantes. Cet investissement vert, comment est-ce que c'est évalué? Donc, j'aimerais savoir ce dont il s'agit avec Madame Crozet de la Banque européenne d'investissement. Comment évaluez-vous exactement ce qui est durable pour lequel vous donnez des prêts? Quels sont vos critères de durabilité? À l'attention de Madame Crozet. Merci. Bon, nous avons en fait, lorsque nous regardons les projets, nous avons une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire nous avons des ingénieurs, nous avons des économistes et nous avons des financiers qui regardent les projets. D'accord. Nous avons également, donc les projets que nous finançons doivent être économiquement rentables et une partie de cette analyse tient compte notamment de certains facteurs, comme par exemple le prix du carbone, ou bien, par exemple aussi, nos projets sont maintenant soumis à un assessment en ce qui concerne les risques climatiques. Donc, de nouveau, pour voir si, par exemple, nous finançons la construction d'une nouvelle voie de chemin de fer qui est en bord d'un fleuve, eh bien, nous allons regarder est-ce que d'ici 10 ans, cette voie ne sera pas affectée par les crues du fleuve. C'est aussi simple que ça. Donc, pour voir, est-ce qu'il s'agit d'un bon investissement? Est-ce que les caractéristiques techniques tiennent compte aussi des variations du climat? Bon, l'autre aspect, d'une façon plus générale maintenant, cette approche s'inscrit non seulement dans une vue projet par projet, mais aussi dans un ensemble de directives que nous sommes d'ailleurs en train de revoir actuellement, afin d'avoir, d'ici à la fin de l'année, l'ensemble de nos activités en ligne avec les objectifs de l'accord sur le climat de Paris. Donc, pour être sûr que tous les projets financés par la BEI sont soit neutres pour le climat, soit produisent une contribution positive. Là, de nouveau, une deuxième question, tout en sachant que l'Union européenne fixera encore un objectif plus ambitieux en vue du climat. Est-ce que cela donne aussi une nouvelle ambition, une nouvelle dynamique à votre banque, ou est-ce que c'est un mécanisme trop important, trop vaste pour qu'il y ait des répercussions sur vous directes? Non, évidemment, comme nous sommes la Banque de l'Europe, nous travaillons en collaboration avec la Commission pour une très importante partie de nos activités. Et notre rôle est bien entendu de soutenir la politique de l'Union européenne. Donc, les ambitions climatiques de l'Union européenne, qui sont aussi reflétées donc, dans ce très important plan de relance de 750 milliards, vont aussi avoir un impact sur la BEI. D'une part parce que, évidemment, nous travaillons sur les mêmes bases et notamment sur la base de la taxonomie européenne qui est en train de se mettre en place pour définir les investissements verts. Et d'autre part parce que ces mesures de la Commission contiennent aussi un certain nombre de mécanismes financiers qui permettent à la BEI de soutenir des projets plus risqués. Donc nous avons, par exemple,
pour les projets qui ne sont pas tout à fait encore mûrs, parce que par exemple, il s'agit d'une technologie encore très innovante, la BEI, grâce à des fonds de la Commission, est en position de soutenir ce genre de projet par un mécanisme en fait d'allègement de risque, par exemple. Donc c'est quelque chose de très important pour nous. Mais bien entendu, c'est un programme très important. Donc la BEI prête 63 milliards par an. Le programme est de 750 milliards. Donc le thème est vaste. L'Oréal, damit noch wieder bei Frau Palt. Nous vous revenons à Madame Palt et à L'Oréal. L'Oréal, l'entreprise de produits cosmétiques la plus importante du monde. Vous avez dit que vous voulez complètement transformer votre modèle économique. Est-ce que vous nous pourriez parler un peu plus dans le détail, un peu plus concrètement, quel est votre programme de durabilité que vous avez mis sur rail au mois de juillet? Qu'est-ce que voulez-vous changer concrètement? Vous avez déjà parlé des ingrédients, mais je suppose que cela dépasse les produits et les ingrédients. Oui, donc nous avions eu une première génération de transformation durable qui était en cours de 2010 à 2020. Cette première étape nous a permis de réduire, par exemple, nos émissions carbone de 80% dans notre production. Ça nous a permis d'améliorer le profil environnemental en 2020 de 95% de nos produits, de réduire la consommation d'eau de plus de 50%. Donc, on a déjà fait pas mal de choses, mais nous sommes bien sûr conscients que ce n'est qu'un début, parce que la transformation doit être beaucoup plus profonde, beaucoup plus ambitieuse encore que ce qu'on a déjà fait. Et donc, on a maintenant annoncé la deuxième génération de cette transformation, donc de 2020 à 2030. Et là, on a donc d'une part un objectif d'être 100% neutre en émissions carbone dans ce que nous contrôlons nous-mêmes, ça veut dire nos usines, nos centres de distribution, les sites de recherche administratifs, etc. Et en plus, bien sûr, de s'attaquer à ces fameux scope 3 qui est donc à toutes les émissions qui ont lieu dans notre chaîne de valeur. Soit chez nos fournisseurs, soit après la vente de nos produits chez les consommateurs. Il faut savoir que, par exemple, pour un shampoing ou un gel douche, 50% de nos émissions carbone ont lieu chez le consommateur. Donc, quand vous prenez une douche avec de l'eau chaude ou un bain, l'énergie nécessaire pour réchauffer l'eau est donc un facteur émetteur de CO2 très important. Donc, on a toute une stratégie pour, d'une part, répondre à cet enjeu avec l'innovation. On met en place sur le marché actuellement des shampoings solides, par exemple, des produits qui demandent moins de temps pour le rincer, pour permettre aussi au consommateur de jouer son rôle. Mais bien sûr, ça ne s'arrête pas juste aux enjeux climat, il y a après aussi les enjeux de biodiversité. Donc, je vous ai déjà parlé des ingrédients naturels qui sont sourcés durablement, mais il y a aussi bien sûr l'eau. L'eau est un enjeu local auquel il faut répondre par des politiques donc locales dans chacun de pays d'implantation de L'Oréal, et l'utilisation de ressources qui va nous conduire d'utiliser en 2030 que du plastique recyclé et plus du tout de plastique vierge. Das ist ja erstmal was, Frau Palt, nochmal nachgefragt. Madame Palt, cela veut dire que vous devez d'abord investir beaucoup d'argent dans ces transformations, mais est-ce que c'est aussi un paramètre qui vous rend plus attrayant, la marque, dans la compétitivité? Bon, donc bien sûr, c'est une transformation qui va avoir lieu partout.
Hein, donc, il y a ceux qui la prennent tôt parce qu'ils sont, je pense, saisir ce qui commence est un peu un des facteurs clés de succès de L'Oréal depuis plus de 110 ans. Donc, je pense qu'il y a cet élément-là. Il y a un autre élément que c'est une transformation qui est intégrée dans notre modèle économique. Donc, c'est pas quelque chose qui vient à côté ou qui vient au-dessus. C'est notre manière de faire du business. Demain, tout ce qu'on fera sera durable ou ne se fera pas. Donc, c'est une transformation de notre modèle économique et donc, cela nécessite des investissements. Mais comme toujours, je pense qu'on l'a dit suffisamment et je regrette que c'est vrai que malheureusement, les gens ne croient pas ce qu'ils savent. Donc, il y a une forme de dissonance cognitive entre ce qu'on sait sur le changement climatique et les conséquences que cela va produire dans nos sociétés et notre capacité de les comprendre, d'agir et d'y croire. Donc, nous, on croit ce qu'on sait. Hein, on sait que c'est réel. On sait que le plus grand danger pour notre business, c'est si on ne fait rien. Parce qu'une entreprise ne peut pas fonctionner dans une société qui ne fonctionne plus du tout. C'est-à-dire, je vois pas de meilleur moment que le Covid et ce qu'on traverse actuellement pour se rendre compte que des crises systémiques comme celle que nous traversons actuellement impactent fortement le business et les entreprises. Et ça va être 100 fois pire avec des crises climatiques beaucoup plus graves et beaucoup plus systématiques. Avant de revenir ensemble à la question de savoir quelles sont les chances de tel développement bouleversant comme nous le voyons dans le Covid-19, j'aimerais revenir à M. Rauch maintenant et lui poser la question. Vous devez bien sûr aussi gagner de l'argent, faire du bénéfice avec votre assurance Münchner Rück. Vous devez, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, prendre en compte les conditions climatiques de vos implantations. Vous dépensez de l'argent. Est-ce que vous ne voulez plus investir dans l'énergie fossile? Quelle est la politique de votre entreprise dans ce contexte? Cette année, en 2020, nous avons adhéré à l'Alliance des actifs décarbonés. Donc l'objectif est de vérifier et de prendre des mesures pour que tous nos investissements dans les années à venir soient décarbonés. Donc vraiment, c'est la trajectoire des activités du traité de Paris. Donc tous nos capitaux vont être adaptés. Les premières mesures ont déjà été prises, c'est-à-dire que nous allons céder des capitaux que nous avions dans les domaines à forte consommation en charbon et autres. Une stratégie similaire et une méthode similaire va être entamée également dans nos underwriting, donc dans les risques que nous prenons. Et nous avons décidé, par exemple, de ne plus assurer des centrales au charbon. Mais nous sommes convaincus que ça ne va pas suffire, car de ne plus faire certaines choses, par exemple, de se désengager dans des investissements à forte émission de CO2, ça ne suffira pas. Ça ne suffirait pas pour réaliser les objectifs du traité de Paris et pour maîtriser la thématique climatique. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'un désengagement également, mais la question centrale qui nous préoccupe à l'heure actuelle, c'est de savoir comment, en tant qu'assureur, en tant qu'investisseur, en tant que porteur de risques, d'activer les choses, de rendre les choses possibles. Comment pouvons-nous le faire? Donc, par exemple, lorsqu'il s'agit d'investissement, il s'agit d'investir dans les énergies vertes, dans les technologies des batteries et autres. Mais notre activité principale en tant qu'assureur, en tant que porteur de risques, eh bien, c'est d'investir ou d'assurer les risques de nouvelles technologies. C'est l'éolien, c'est le solaire, c'est l'hydrogène, c'est les batteries, c'est toutes ces technologies-là. Et de développer ces nouveaux champs d'activité, parce qu'il faut que nous commencions par comprendre, bien entendu, ces nouvelles technologies pour être en mesure d'inclure ces risques dans notre bilan et d'assurer le financement de ce type
de technologies et de les inclure dans les portefeuilles. Donc ça, c'est la contribution que nous pouvons faire au-delà de la neutralité climatique que nous étions fixés comme objectif. Mais c'est en grande partie donc la contribution que nous souhaitons faire, à savoir d'assurer les risques de nouvelles technologies. J'ai parlé des énergies renouvelables, mais vous pouvez avoir de nouvelles technologies dans le domaine de l'hydrogène, de l'acier décarboné, par exemple, et bien d'assurer le risque de développement de telles technologies et d'installation et d'augmenter la finançabilité de ces installations. Et c'est une fonction que nous souhaitons assumer. Et c'est important également de dialoguer avec nos clients. Ce sont les industries, ce sont les fonds d'investissement avec lesquels nous en parlons. Et ce qui était nécessaire et qui continue à l'être, c'est donc de commercialiser les nouvelles technologies solaires. Donc, il est important également de prendre des garanties à long terme. À l'heure actuelle, par exemple, vous ne pouvez pas, si vous assurer en fait les centrales au charbon, nucléaire ou autre. Mais c'est quelque chose que vous pouvez faire dans le domaine des parcs éoliens, par exemple. Là, c'est en assurant ce risque-là et en ayant cette garantie-là, vous pouvez ainsi garantir le développement de telles technologies. Parce que vous parlez des risques des nouvelles sources d'énergie renouvelables. Est-ce que c'est important ou pas que, d'un autre côté, il y ait un soutien politique? Nous l'avons entendu dire au préalable lors du premier panel, mais également lors des autres interventions. Par exemple, la recherche sur les batteries, sur l'hydrogène. Là, les gouvernements européens y participent. Dans quelle mesure est-ce que c'est également pour vous en tant qu'assureur, cette participation gouvernementale? Eh bien, le point de départ de nombreux développements dans ces nouvelles technologies, c'est exactement ce que vous avez dit, à savoir la recherche et le développement. Donc, dans la recherche fondamentale, c'est comme dans les autres domaines. Dans le domaine des énergies renouvelables, eh bien, vous avez la recherche fondamentale qui est financée par l'État. Ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas uniquement en Allemagne ou en Europe, mais dans le monde entier, cela se fait bien entendu. L'application pratique ensuite, dans le secteur privé, dans les entreprises. Donc, de faire avancer cette recherche fondamentale jusqu'à ce qu'elle puisse être commercialisée, telle est la tâche de l'économie privée. Mais pour cela, bien entendu, il faut que ce soit accompagné par les États. Il est très important que la crédibilité de la politique dans la fixation des objectifs soit donnée. Par exemple, la neutralité CO2 à l'horizon 2050, la décarbonation à l'horizon 2050. Donc, tous ces objectifs qui ont été fixés dans les traités de Paris, eh bien, il est important qu'il y ait un accompagnement réglementaire. Et si vous avez ce cadre réglementaire, eh bien, il y aura des investissements qui seront faits, bien entendu, également dans la recherche et le développement dans le privé, mais également dans le développement de produits. Donc, il faut qu'il y ait cette confiance dans l'action politique, et c'est dans l'action politique à long terme. Parce que nous parlons ici d'une perspective à 30 ans, et il est très important, bien entendu, qu'il y ait cette base de confiance pour le développement, car autrement, de nombreux investissements ne seront pas faits. Et il ne s'agit pas en particulier des technologies vertes, mais fondamentalement de la question de savoir quels sont les objectifs politiques et est-ce que l'on a confiance effectivement dans le fait que dans 10, 20, 30 ans, ces technologies devront être changées de manière radicale. Et cet aspect radical n'est pas arrivé dans l'esprit de nombreuses personnes. Par exemple, le développement de l'hydrogène. Il ne s'agit pas uniquement de l'immobilité, il ne s'agit pas uniquement de la question de l'électricité, la question est de savoir comment est-ce que nous allons nous chauffer en 2050. On ne peut pas dire que ce sera le pétrole ou le gaz. Ce ne serait plus cohérent avec les objectifs du traité de Paris. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une sensibilisation, mais également un accompagnement politique. Donc, un appel très clair de la part de M. Raour à la création d'un cadre juridique pour qu'il y ait une fiabilité et une confiance dans ces développements. Un mot-clé important également avait été mentionné par M. Laglay Déméter partenaire, vous parliez d'efficacité. J'aimerais que vous me disiez exactement ce que vous ne voyez pas. Qu'est-ce qui doit devenir plus efficace? Qu'est-ce qui est important? À quoi est-ce que l'on doit s'orienter dans l'industrie et dans l'économie pour être plus efficace?
Il y a énormément d'efficacité dans plein de domaines. Alors, celui qui nous vient plus naturellement, c'est l'efficacité énergétique, la manière dont vos process, votre manière de fonctionner, de consommer peut être améliorée dans les industries. Mais il n'y a pas que celle-là. Pour moi, il y a une efficacité encore plus importante, peut-être, c'est l'efficacité autour des ressources, l'utilisation des ressources. Je donnais l'exemple de l'automobile l'autre jour. On a une consommation des ressources. Sachez qu'il y a juste 1% de l'énergie consommée pour fabriquer une voiture et la consommer en fonction qui est réellement consommée. Donc 99% de perte totale. Donc je pourrais donner d'autres exemples comme ça d'inefficacité. Notre manière de consommer, notre manière de produire et notre manière d'utiliser les ressources est totalement inefficace à plein des égards. Donc les gains d'efficacité sont multiples et divers dans différents domaines. Qu'est-ce qui peut nous aider à faire ces gains d'efficacité? C'est principalement de la technologie. Parce que cette technologie nous permet de pointer du doigt nos manques en termes d'efficacité et de transformer les habitudes. Donc le bénéfice qu'on a aujourd'hui, ce que nous on essaie de faire, c'est de lier la digitalisation à un comportement vertueux. C'est-à-dire faire en sorte qu'on ne digitalise pas uniquement pour pouvoir acheter des choses plus rapidement ou se les faire acheminer plus vite, mais on utilise les données issues de la digitalisation pour avoir une meilleure transparence sur l'origine des produits, d'où ils viennent, avoir une meilleure visibilité sur comment améliorer les chaînes d'approvisionnement de nos industries, avoir utilisé cette donnée digitale pour mieux améliorer nos process de production. Il y a le jumelage numérique, le digital twinning en anglais, qui a pris un essor relativement énorme et qui nous permet aujourd'hui de pratiquement customiser chacun des produits qu'on fabrique et des chaînes de production de manière beaucoup plus granulaire. Donc on a des gains d'efficacité dans l'industrie, dans la mobilité, dans la logistique, dans notre consommation de l'énergie et des ressources en général qui sont énormes. Et c'est un des vecteurs, c'est un des moyens les plus rapides d'atteindre certains objectifs pour ce fameux 2 degrés, où certaines personnes n'y croyaient plus, mais les gains d'efficacité, c'est probablement ce qui est le plus rapide à faire. Parce que construire des actifs, construire des assets, c'est important aussi, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Ja, wobei ja auch viele sagen, Effizienzgewinn allein reicht. Beaucoup disent aussi que les gains d'efficacité ne suffisent pas, mais que ce changement profond évoqué par Madame Balth pour les process industriels s'impose. Si vous nous écoutez, si vous regardez, vous pouvez poser des questions aux panélistes dans notre chat. La première question vient de nous parvenir. En vous regardant, je penserais que Madame Crozet serait peut-être bien placée pour répondre à la question, à savoir comment faire en sorte que les investisseurs en dehors de l'Union européenne, eux aussi, investissent dans le verdissement. Est-ce qu'il y a des moyens, Madame Crozet, ou est-ce que ce n'est pas votre affaire, pour ainsi dire? C'est forcément... bon, c'est l'affaire de tous, mais évidemment, essayons aussi d'influencer les comportements en dehors de l'Union européenne. La BEI a aussi une activité en dehors de l'Union, d'environ 10% de son activité. Et bien entendu, le climat, ça n'est pas une question européenne, c'est un problème mondial. Donc, et potentiellement d'ailleurs, les effets de levier de certains investissements sont sans doute plus importants dans certaines régions qui ont encore des actifs très carbone intensifs, comme on dit, alors que peut-être en Europe, un certain nombre de choses ont déjà été faites. Donc là, je dirais, l'important, c'est aussi d'avoir une coordination au niveau international entre les différentes institutions qui financent les pays en voie de développement. Et d'ailleurs, ces institutions travaillent ensemble pour arriver à des termes communs. Cela signifie également que si on passe au travers de ces institutions, cela veut dire qu'il y a des politiques d'aide publique qui doivent être alignées et on doit s'entendre sur les choses à faire et sur les investissements qu'il faut privilégier par rapport à d'autres. Donc tout ça pour dire que oui, la BEI s'efforce également d'agir à l'extérieur de l'Union. En ce moment, nous sommes un petit peu dans l'expectative parce que nous travaillons sur la base de facilités qui sont mises à disposition par les États membres
par la Commission. Et le plan pluriannuel de financement est en cours de discussion. Donc, en fait, les facilités existantes arrivent à échéance à la fin de l'année. Donc, nous attendons de savoir quels seront les moyens mis à notre disposition sur les 7 prochaines années. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement important. Après, nous avons bien entendu les grands pays comme les États-Unis, la Chine, le Japon. Là, évidemment, les possibilités d'influencer les décisions sont limitées au niveau de la Banque européenne d'investissement, mais pour le reste, oui. Nous ne nous désintéressons pas de ce qui se passe à l'extérieur de l'Europe. Merci beaucoup. Une réponse claire de la part de Madame Crozet. Puisqu'on parle de l'espace aussi à l'extérieur de l'Europe, le changement climatique souvent concerne notamment les pays en voie de développement ou des pays émergents. Monsieur Rauch a déjà dit que là, parfois, beaucoup de choses ne peuvent plus être réalisées alors que les pays industrialisés éventuellement profitent déjà pour l'instant du changement climatique. Quel est le rôle des entreprises, Madame Palt, dans ce contexte? Chez L'Oréal, vous avez parlé de la chaîne de matériaux de base, d'ingrédients. Vous avez dit que vous voulez respecter le bien-être de l'être humain, mais est-ce que cette composante sociale est aussi importante pour votre entreprise en général? Oui, bien sûr. Ça, c'est aussi explicable par l'histoire d'une entreprise française. Vous savez qu'il y a une forte tradition de performance sociale en France avec donc des engagements très importants légal, donc déjà au niveau de la prévoyance, de la sécurité, du congé maternité, paternité. Vous savez qu'en France, les possibilités de travailler pour les femmes sont extrêmement soutenues et donc aussi par les employeurs. Donc tout cela fait que nous, on a décidé que ce même modèle social doit s'appliquer partout dans le monde pour tous nos collaborateurs. Donc on a toujours dit qu'il y a donc ce qu'on appelle l'universalisation de notre stratégie business, donc apporter les produits dans le respect de la diversité, mais il y a aussi l'universalisation de notre modèle social. Et donc là, on a en effet développé partout dans le monde les meilleures pratiques sociales dans le pays. Donc, ça veut dire prévoyance, congé maladie, protection santé, congé maternité, congé paternité, équilibre vie privée, vie professionnelle, et c'est là pour tous nos salariés partout dans le monde. Mais bien sûr, on est aussi conscient qu'on n'est pas juste à l'intérieur de l'entreprise, mais qu'il y a aussi un enjeu de notre impact sur la chaîne de valeur. Et donc, on a beaucoup travaillé pour, en fin 2020, on aura intégré plus de 95 000 personnes dans l'emploi, pas autant que salariés de L'Oréal, mais dans notre chaîne de valeur, soit auprès de nos fournisseurs, soit au travers de formations au métier de la beauté, de formations autant qu'opérateurs industriels, etc. Donc partout où nous sommes, nous avons aussi de forts engagements pour une société inclusive, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette transition écologique, on ne va pas réussir à la mener si ça ne va pas de pair avec une forte amélioration de l'inclusivité de la société. C'est-à-dire, c'est uniquement très simple, c'est trivial, pour le dire de manière très triviale. Si les gens ne mangent pas, ils ne vont pas s'occuper du réchauffement climatique. Donc, notre rôle, c'est aussi de faire tout ce qu'on peut pour contribuer à une société inclusive, socialement juste, plus juste, pour permettre de mener aussi la transition écologique. Merci, Madame Palt. Une question encore de nos participants, et je pense que c'est une question qui s'adresse plus ou moins à Monsieur Lagalai. Est-ce que le risque
C'est une question d'un participant. Est-ce que le risque d'investir dans des technologies pas encore mûres pour le marché, est-ce que celui-ci est plus grand, ou d'investir dans des énergies fossiles avec un risque qui aura donc des réglementations dans l'avenir? Donc plutôt pas encore mûr, ou plutôt quelque chose qui existe déjà, mais qui est peut-être où il y a certains risques de changement réglementaire. Monsieur Lagalay. Je pense qu'il y a une réponse théorique et une réponse politique, en fait. Moi, je dis que le risque est beaucoup plus fort à investir dans l'énergie fossile parce qu'elles vont disparaître, c'est sûr. Maintenant, certains vous diront que le gaz peut encore durer pendant certaines décennies. Bon, je pense que, très sérieusement, le risque à investir dans les technologies de transformation au point où on en est aujourd'hui, c'est pas qu'il est moins risqué, c'est qu'il est vital. Je pense que nombreux de nos interlocuteurs l'ont dit aujourd'hui, si on fait rien, on va payer beaucoup plus cher. Donc c'est un calcul on ne peut pas juste calculer le risque de la technologie en soi. Si on ne fait rien pour amener des solutions qui transformeront profondément notre manière de fonctionner, on paiera tout beaucoup plus cher. Je suis d'accord avec la remarque qui a été faite précédemment. Le Covid, c'est rien face à ce que le changement climatique va imposer à nos sociétés. Vous pouvez, il y a M. Jean Covici de Carbone 4 qui a une chaîne YouTube, vous pouvez écouter. On prédit des déplacements de plusieurs milliards d'individus dans des zones désertiques, des guerres associées. Enfin, c'est ça, mais pas dans 50 ans. Hein. Donc je pense que le risque associé à ne rien faire est colossal. Donc il ne faut pas se poser la question comme ça. Tous les capitaux aujourd'hui devraient être orientés vers la transformation de nos chaînes de valeur. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ja, das beantwortet die Frage, denke ich. Das war ein Oui, cela répond à la question. C'était un appel massif en faveur des nouvelles technologies de la part de M. Lagalay. Ce qui m'intéressait de savoir, c'est ceci. Ce credo, est-ce qu'il est repris par la plupart des entreprises ou est-ce qu'on aurait besoin d'un appui politique plus fort? Et c'est une question à l'adresse de M. Rauch. Je ne peux pas vous dire si la majorité des entreprises se penchent effectivement sur la question, mais ce que nous constatons, c'est que ce nombre va croissant, et ce de manière exponentielle. Si vous aviez posé la même question il y a quelques années, le résultat aurait été qu'il y a quelques rares sociétés internationales de grande taille qui, vis-à-vis de leurs actionnaires et de leurs investisseurs, ont reçu un certain élan. Et le mouvement actuel est très dynamique et plus dynamique que jamais, autant que je puisse le constater. De plus en plus d'entreprises se penchent sur la question, à savoir s'ils sont exposés à des risques dans le changement climatique, s'il y a des chances, est-ce que c'est pour eux une perspective d'avenir, est-ce que leur modèle commercial va pouvoir se maintenir à l'avenir ou pas. Et les entreprises cherchent des réponses dans ce domaine. Et je pense que c'est un développement très positif. Et après avoir discuté avec des entreprises qui souhaitent se fixer une stratégie durable et qui souhaitent la publier, mais également de prendre des mesures en interne, eh bien, on voit que la direction est bonne, la vitesse est bonne, mais une fois de plus, bon, la question est de savoir comment le faire, parce que le chemin est quand même semé d'embûches. Et lorsque l'on voit le nombre de tonnes de CO2 d'émissions que nous devons réduire pour arriver à zéro, à décarboner, eh bien, il ne faut pas sous-estimer l'ampleur. Il ne s'agit pas d'un petit peu, il s'agit vraiment d'un changement radical de toutes les technologies utilisées dans le domaine de l'énergie, que ce soit chaleur, transport ou autre. Merci, Monsieur Rauch. Et j'aimerais, pour conclure, vous demander de répondre très brièvement. Bon, j'avoue que ça va être difficile, vraiment d'être très bref. Si vous voyez la crise du climat dans ces conditions de corona, est-ce que vous pensez que c'est un danger supplémentaire ou une chance? Et nous pourrions commencer brièvement par Mme Crozet, Mme Pell, M. Lagalay et M. Rauch. Donc vous êtes plutôt optimiste, à savoir que
On va transformer les modèles commerciaux de manière radicale. Ou est-ce que vous êtes pessimiste? Madame Creuset. Je suis optimiste. Parce que d'abord, nous avons une volonté politique très forte qui ne s'est pas démentie. D'autre part, nous avons aussi un support général de la société qui va croissant. Et la dernière chose, c'est que, effectivement, comme il a déjà été dit, la crise que nous connaissons actuellement a aussi montré que il était important comment dire, de considérer toujours l'aspect global des choses et aussi bien comment dire, les effets sur la nature en fait qui ont été observés pendant le confinement ont montré aux gens que en réduisant l'impact de l'activité humaine, on arrivait à des changements positifs très rapidement. Super. Also hier optimistisches aus optimistisch. Donc vous êtes optimiste. Madame Palt, qu'en pensez-vous? Très brièvement. Moi, je vais répondre optimiste, mais uniquement parce que, comme Churchill disait, ça semble la seule option raisonnable. Parce qu'en effet, tout autre choix ne mène qu'à l'inaction. Donc, et comme on doit agir, il faut rester optimiste. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une volonté politique. Après, la question, c'est plus du tout la volonté, c'est plus du tout la question, c'est juste l'accélération, c'est la vitesse. Est-ce qu'on va être capable de faire aussi vite qu'on doit faire ou pas? Et pour l'instant, ça s'annonce pas très positif. Il faut quand même un peu tempérer cet optimisme. Alles klar. Mehr Tempo, sagt Frau Palt, Monsieur Lagalay. Wie sehen Sie es? J'ai besoin d'être optimiste quand même. Ce que je pense, c'est qu'il faut il y a un besoin de faire du bottom-up. Les grands discours sur les sommes d'argent importantes mises pour la transformation n'amèneront à rien si cet argent n'est pas dirigé vers des gens qui apportent des solutions. Pas qu'à moi, mais il y a beaucoup d'acteurs qui sont importants de soutenir. Donc je pense que c'est important de rediriger ces capitaux là où il faut pour que les transformations existent. Et la deuxième chose, c'est que c'est à chacun d'entre nous de transformer ses habitudes. Et ça, c'est probablement le problème le plus compliqué. La prise de conscience, je pense qu'elle est là. Le passer dans les actes, chacun d'entre nous, dans ce qu'on fait tous les jours ou même dans notre travail, ça c'est compliqué. Ça c'est le challenge qu'on voit devant. Alors je suis optimiste, mais c'est un challenge. Le troisième optimiste parmi nos panélistes avec plus de vitesse. Et vous, Monsieur Rauch, qu'en dites-vous brièvement? Nous pouvons y arriver, il faut être très ambitieux et il s'agit moins de la transformation du système économique mais de la transformation de toutes les technologies que nous utilisons aujourd'hui pour produire de l'énergie. Merci beaucoup à vous tous. Donc, un quatuor optimiste sur les possibilités de financement et valeur ajoutée des investissements climatiques. Et nous ne sommes pas encore complètement à la fin de notre programme à présent. Et Barbara va vous dire ce qui se passe. En tout cas, merci encore beaucoup aux participants. Je vous ai oublié. Merci beaucoup, oui, à tous les participants. Donc, remerciement de Gala Ulrich pour cette note très optimiste et panel très optimiste. Je suis ravie à présent. Vraiment, vraiment, je me réjouis d'accueillir le professeur Klaus Töpfer, l'ancien ministre fédéral de l'Environnement et directeur exécutif du PNUE. Et il fait partie du Hall of Fame de Tokyo. Donc vous voyez que je suis très impressionnée et j'espère que M. Töpfer nous entend, que M. Töpfer nous voit, que vous êtes bien équipés et que vous pouvez nous présenter à présent comment est-ce que vous voyez cette transition post-Covid et peut-être que vous aurez une perspective optimiste. Monsieur Töpfer, vous avez la parole. Merci beaucoup de m'avoir invité à résumer vos travaux. Il y a cette belle phrase comme quoi les pessimistes sont les optimistes informés. J'espère qu'on m'entend. Oui, très bien, tout à fait. Parfait.
Ces pessimistes informés, eh bien, ce n'est pas ce que j'appelle de mes voeux. Je ne voudrais pas être des leurs, mais deux remarques. Tout d'abord, c'est formidable que cette conférence se tienne au ministère des Affaires étrangères, puisque c'est d'une importance géopolitique capitale. Une société démocratique, ouverte, organisée sous forme parlementaire est plus performante qu'une dictature qui pense que toutes ces questions de comportement humain sauraient être dirigées par eux. Je ne sais pas si vous avez vu hier à la télévision les fêtes pour célébrer la fin de la Covid à Wuhan. Donc, il faut prouver que la démocratie ouverte aussi peut maîtriser une telle crise. C'est donc un besoin essentiel. Nous savons que nous sommes aux prises avec une crise de la démocratie parlementaire et ouverte. Donc, complètement, je serais optimiste sur la technique. Mais comment enthousiasmer nos populations, même quand on leur demande des sacrifices, eh bien, c'est là le défi. C'est ce qui nous lie, en fait, à cette situation actuelle de crise sanitaire. Donc, je pense que c'est la première condition préalable. Deuxièmement, c'est le jour des élections et nous espérons qu'un nouveau président sera élu. En tout cas, un président sera élu. Alors, quid de la vérité, des informations? Qu'est-ce qui est de l'information toxique? Et quid des rapports entre la science et la politique? Ce que nous citons comme base, par exemple pour les États-Unis, en ce qui concerne le président, est beaucoup, eh bien, n'est pas du tout un fait garanti. Donc, en ce qui concerne la science et la démocratie ouverte, ils sont interdépendants et doivent pouvoir apporter des preuves, les uns et les autres. Une dernière chose, j'ai été sous-secrétaire général pour le PNUE pendant 8 ans et j'étais en Afrique pendant 8 ans. Le siège principal du PNUE est à Nairobi, au Kenya. Si vous êtes là-bas et que vous savez que l'Afrique comptera bientôt 2 milliards d'êtres humains, que c'est une population très jeune, on sait qu'ils auront besoin d'énergie pour créer de l'emploi. Ce sont nos voisins en Europe. Donc, l'Europe doit se positionner très clairement. Et ces technologies que nous développons ici pour parvenir à la neutralité carbone, est-ce que c'est aussi capable de faire des émules au plan mondial? Est-ce que c'est démocratique? Est-ce qu'on peut l'exporter? C'est là le grand test. Quid de la pertinence géopolitique de la démocratie, quid donc de la politique et de la science sur cette question et bien d'autres, et troisièmement, quid de notre responsabilité dans un monde globalisé où nos voisins qui sont à 15 km de l'Europe, à Gibraltar, seront bientôt 2 milliards, alors que nous restons 800 millions. Sur cette toile de fond, malgré toutes les remarques techniques aujourd'hui, bon, bien sûr que c'est possible sur un plan technique. D'autant mieux alors que nous sommes de toute façon en phase de transformation. M. Schumpeter, économiste autrichien, a dit un jour qu'il peut y avoir comme une destruction créatrice, un renouveau créateur. C'est ce que nous avons vu très souvent dans l'histoire de l'industrie. C'est une telle opportunité. Comment atteindre un double dividende entre les moyens à employer et les conséquences négatives de la crise de la Covid qui doit être surmontée, afin que cela serve de tremplin à une structure économique et
bas carbone. C'est donc, voilà, ce premier point, le double dividende. Un exemple concret est le suivant. Je suis vieux maintenant, mais je ne pensais pas que je vivrais encore un jour où 9 milliards sont déployés en Allemagne pour soutenir l'hydrogène. Il y a encore 10 ans, si on avait demandé cela, on aurait déclaré que nous étions fous. Alors, c'est possible. Donc, surmonter la pandémie, plus un avantage pour la lutte contre le changement climatique. Ensuite, le pacte vert. On y cite l'économie circulaire. Dans le débat d'aujourd'hui, j'aurais souhaité que cette économie circulaire soit citée de façon plus différenciée, parce que c'est dans cette économie circulaire qu'on trouvera aussi les bénéfices permettant de lutter contre le changement climatique. Et en ce qui concerne la Covid-19, on voit que la décentralisation, que le niveau régional redore son blason. Nous évoquons aujourd'hui les chaînes logistiques, l'approvisionnement, et on a cité aussi le volet social qui est de la prime importance. L'Oréal, par exemple, l'industrie cosmétique a un problème au niveau de mica. Je ne sais pas si vous connaissez mica. Mica, c'est un minéraux extrait en Inde et utilisé pour les vernis de perlmutte. Et donc, cela pose un problème aujourd'hui. Quid du cobalt? Là aussi, nous avons ce lien vers l'Afrique, la République démocratique du Congo, mais aussi le Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cela comprend le monde entier. Mais nous en avons besoin. Alors, comment faire sans économie circulaire? Ensuite, la numérisation. Qui dit bâtiment dit oui, tout à fait. Mais il faut voir aussi, notamment dans le cas des interdépendances urbaines, comment va évoluer la ville. Nous constatons en effet qu'on peut travailler depuis chez nous. Donc nous économisons le trajet vers le bureau et les locaux de bureau. Ce sera probablement très négatif pour la demande de surface de bureau dans nos villes. Nous substituons la mobilité à la numérisation. Jusqu'à présent, c'était la demande qui était mobile et l'offre stationnaire. Et là, c'est l'offre qui devient mobile et la demande stationnaire. Les sociétés qui livrent aujourd'hui sont les champions des bourses. Et donc, c'est un urbanisme tout à fait nouveau. Nous aurons une ville intelligente à un point inimaginé jusqu'à maintenant. Autant de points, d'ailleurs, qu'il faut relier entre eux, notamment sur fond de crise de la Covid. Quatrième point, pas tellement cité aujourd'hui, l'agriculture. Sur la question de l'agriculture et des produits agricoles, le fait qu'autant de nourriture soit jetée est incroyable sur beaucoup de plans. Sans une conversion de l'agriculture, il sera presque impossible d'atteindre les objectifs climatiques. Mais l'agriculture, en ce moment, est mise à l'écart de tous ces débats. Vous constaterez donc qu'on aura besoin, notamment sur fond de la Covid-19, qu'il faut une approche très large et qu'il faut se solidariser. Et je pense que c'est là une bonne chose. Un dernier point, l'hydrogène.
là, nous sommes donc face à un essor de l'hydrogène. Et sur ce type donc, de scoop, je me dis qu'il faut faire preuve de prudence. On va très loin avant d'avoir pensé jusqu'au bout. Bon, il faut évidemment prendre les choses très au sérieux et investir dans le développement. Si la seule électrolyse est la panacée, bon, c'est une chose, mais on pourra aussi faire avancer la pyrolyse du méthane. Et cela permet justement de revenir vers un mouvement circulaire pour récupérer l'énergie de l'hydrogène, mais aussi, par exemple, du carbone élémentaire pour l'industrie chimique et autres. Beaucoup d'exemples, donc, qui démontrent que il faut parfois remettre en question les principes pour trouver des solutions concrètes. Et encore une fois, s'il vous plaît, l'accord de Paris comprend aussi l'article 6, à savoir la compensation. En tout cas, il faut garder en mémoire cet article 6 et le mettre en œuvre. Il faut associer les pays en développement à la démarche. C'est un défi global et contrairement à ce qu'on évoquait sous forme de SO2, ce n'est pas une problématique d'émission. Une tonne de CO2 émise va nuire au climat, où qu'elle soit émise. Voilà pourquoi c'est très utile. Et je suis heureux que Mme Crozet l'ait cité, qu'il faut penser les deux choses en même temps. Et ne pas seulement dire, bon, tout s'arrête à la frontière européenne. Notre responsabilité aussi, ce serait fatal et ne servirait pas la protection du climat, ni l'avenir de l'humanité qui survivra même avec un coronavirus, mais qui le fait mieux en se solidarisant. Espérons que cette élection aux États-Unis va renforcer le multilatéralisme. Espérons que cela permettra de faire avancer la pertinence de la science à travers le monde. Et partons du principe que nous avons apporté la preuve comme quoi l'argent, le capital est là de façon massive. Mais il est temps alors de l'utiliser doublement pour surmonter la crise sanitaire et en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique. Voilà pourquoi c'est une manifestation géopolitique de la plus haute importance. Je ne puis que féliciter les organisateurs. Le triangle de Weimar aussi doit s'approprier ces attributions pour prouver que la démocratie est beaucoup plus efficace que toute dictature, qu'elle soit de gauche ou de droite. Et c'est quelque chose qui dépasse l'effet immédiat du corona et même du climat pour renforcer nos sociétés. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour cette conférence et j'espère que vous tirez les bonnes conclusions de la conférence. Pour moi, en tout cas, je puis dire que j'ai beaucoup appris aujourd'hui puisque j'étais ici sur ma chaise et c'est très difficile de ne faire qu'écouter, de ne pas poser de questions. Et donc, j'ai essayé d'apporter quelques compléments dans cette conclusion. Merci beaucoup à vous et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne réflexion après cette conférence. Merci beaucoup. On vous remercie, Monsieur le professeur Töpfer, pour ces mots très intelligents, très pertinents en ce jour décisif. On peut peut-être même dire historique pour le monde entier aujourd'hui. Et nous en arrivons déjà parce que je trouve que le temps a passé très vite à la clôture de cette conférence, le discours de clôture, et c'est donc le responsable de la transformation numérique du ministère des Affaires étrangères qui va prendre la parole devant nous. Monsieur Heinrich Tölken est l'ambassadeur de la transformation numérique. J'espère qu'il nous entend, qu'il pourra prendre la parole devant nous. Il est aussi d'ailleurs médecin et responsable de la politique climatique, un homme très occupé qui vient de sortir d'une autre vidéoconférence. Et j'espère qu'il a pu s'associer à nous
en bonne et due forme et à l'heure. Oui, je peux prendre la parole. Parfait, merci, vous me sauvez. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la dernière parole. Merci beaucoup. Je suis responsable non seulement pour la numérisation, mais aussi pour le climat et l'énergie, représentant ici au ministère des Affaires étrangères, et je suis très heureux de pouvoir prononcer les mots de clôture. C'est fascinant, j'ai participé à une conférence à New York, tout à l'heure à Stockholm, et maintenant de nouveau à Berlin. C'est impressionnant. Monsieur le professeur Töpfer, merci beaucoup pour vos mots de clôture, de conclusion, très passionnés et très concluants de ce que je venais de dire, déjà d'être réfléchi, publié. Ce sont certainement des idées, des réflexions qui devaient nous accompagner dans les jours et mois à venir. Monsieur Reusner, j'aimerais vous remercier également d'avoir organisé cette conférence. Merci aussi à votre équipe, aux collègues au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'économie, pour l'organisation de ce forum d'énergie complètement différent, numérique, mais visiblement cela a bien fonctionné. Chers intervenants, mesdames et messieurs, vous arrivez à la fin d'une longue journée chargée d'informations. Cette journée restera très intéressante, j'en suis convaincu. Merci d'avoir participé en si grand nombre, d'avoir tenu la route. C'eût été certainement beaucoup plus divertissant et plus agréable de se réunir dans une grande salle, de prendre un café, un thé pendant la pause. Mais nous sommes tous devant nos ordinateurs quelque part ou devant nos smartphones. Et vous avez, comme je disais, tenu la route, ce qui distingue déjà cette conférence et aussi les contenus de cette conférence. Je trouvais très intéressant ce mélange de cette conférence de la politique, de l'économie, des représentants de France, de Pologne et de l'Europe. Cela montre une fois de plus combien est important que l'énergie, le climat, la politique doivent aller de pair pour créer des conditions cadres réglementaires. Ce sujet climat et énergie ne doit jamais être considéré seulement d'un point de vue national. Nous devons trouver des réponses bilatérales, régionales et globales à ces défis. Et dans ce contexte, j'aimerais souligner une fois de plus qu'il faut toujours regarder aussi l'acceptation par la société. C'est une question centrale pour la transition énergétique et la protection climatique parce que nous devons aussi parler d'une redistribution, de changement culturel. C'est tellement important de parler avec les intéressés parce que ce projet nous accompagnera pendant les années et décennies à venir. Permettez-moi de dire d'une fois de plus aussi combien est bien choisi le titre de ce forum de l'énergie franco-allemand. Pour nous tous, la pandémie est un point tournant, une véritable rupture. Vous le voyez déjà par la manière dont nous nous sommes réunis aujourd'hui, mais aussi parce que la pandémie, dans toutes les sociétés européennes et toutes les économies européennes, constitue un énorme défi. Ici en Allemagne, l'on dit que c'est le plus grand défi depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, du point de vue social et économique. Et ce n'est qu'ensemble, et avec beaucoup d'efforts, que nous serons à la hauteur de ce défi. Mais de ces points tournants, parfois, offrent aussi des chances pour l'énergie, pour le climat, et cela reflète encore une fois le titre de votre forum, la pandémie et les conséquences de la politique, conséquences à tirer pour la politique et l'économie, sont aussi une possibilité pour mieux s'orienter, pour se réorienter. Beaucoup d'intervenants l'ont dit aujourd'hui, et j'espère qu'ici en Europe, nous pourrons mener à bien pas seulement une relance, mais une relance verte, que notre secteur énergétique sera encore mieux posé, mieux capable de faire face aux défis. Et pour ce faire, la politique doit poser les bons jalons. Nous devons tout faire pour qu'il y ait une politique française, allemande, polonaise, un secteur énergétique qui fleurisse dans le cadre du pacte vert européen ou dans le cadre de la transition énergétique. Je l'espère. Nous voulons y contribuer et j'espère que vous avez compris que le Forum franco-allemand de l'énergie est un élément
crucial et nous essayons en tant que gouvernement allemand d'assumer pleinement ce rôle. Ce qui est clair aussi, c'est que l'Union européenne n'est responsable que pour 9% des émissions de gaz à effet de serre, donc notre influence sur la transition énergétique dans le monde est assez limitée, mais nous devons tout faire pour arriver à la neutralité CO2 pour nos économies. La transition énergétique est en fait une chance parce que nous pouvons établir des standards, nous pouvons être également un exemple pour le monde et c'est encore plus important. L'Union européenne, la France et l'Allemagne notamment, à beaucoup d'égards, sont un exemple pour d'autres régions. Si nous pouvons montrer que cela marche, que la transition énergétique est possible, tout en assurant que les économies peuvent toujours fleurir, à ce moment-là, nous pouvons encourager d'autres régions de nous suivre. En tant qu'ambassadeur climatique du ministère des Affaires étrangères, je suis sûr que nous pouvons y contribuer au niveau global. Nous pouvons ensemble passer à une économie pleine de succès. Et nous devons également tout faire pour que d'autres régions suivent. Et ça, c'est un défi certainement un peu plus important encore. Et en même temps, c'est aussi un défi à assumer par la diplomatie européenne. Il y a eu plusieurs ateliers avec le sujet géopolitique de la transition énergétique, conséquences de la transition énergétique qui doivent fixer de nouveaux objectifs aussi pour le service d'action extérieure européen. Une politique qui prenne en compte également les moyens de la diplomatie. Parce que finalement, la question que nous devons nous poser, c'est pas est-ce que nous pouvons nous permettre cette politique pour la protection du climat, c'est plutôt est-ce que nous pouvons nous permettre de ne pas en faire. Parce que les catastrophes naturelles auront des répercussions dans beaucoup de régions du monde. En tant que représentant du gouvernement, j'aimerais souligner encore une fois que notre démocratie est une démocratie transparente, ouverte et pluraliste, et nous voulons également apprécier des éléments qui viennent de l'extérieur pour pouvoir mieux équilibrer notre action réglementaire également. Permettez-moi de dire tout à la fin que vous devriez entrer en contact avec nous à tout moment. Je vous encourage de le faire parce que nous avons besoin de votre retour. Merci encore aux participants et à l'équipe d'organisation. J'espère que le Forum franco-allemand de l'énergie en 2021 sera un forum en réel avec la présence, avec une tasse de café et une tasse de thé ensemble pour permettre encore plus d'échanges entre vous et nous tous. Merci à vous tous. Bonne soirée. Moi, je resterai certainement devant la télé cette nuit parce que je suis très curieux de savoir quels seront les résultats et je vous souhaite encore une agréable semaine. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Merci aussi de nous avoir invités, même si cette salle, Weltsaal, semble être un peu vide. Mais je ne me sentais pas seul ici parce qu'il y a eu 870 participants lors de ce forum, ce qui montre encore combien il est important. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci aux intervenantes, aux intervenants, aux organisateurs et co-organisateurs, aussi aux interprètes. Merci de votre travail. Les présentations que vous avez entendues aujourd'hui, que vous avez vues aujourd'hui, il y en avait beaucoup. À partir de la semaine prochaine, vous les trouverez sur notre site web au dfbew.eu, le site du Bureau franco-allemand pour la transition énergétique, mais vous aurez encore des informations dans un courriel. Le bureau l'Office franco-allemand pour la transition énergétique planifie déjà le prochain forum qui, Monsieur l'ambassadeur vient de le dire, aura probablement, ou nous l'espérons du moins, lieu de façon réelle. Il aura lieu au mois de juin 2021. Bonne santé jusque-là et merci de votre participation.